Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous avons trois personnages importants sur ce plateau. C'est Emmanuel Mussard qui représente la CRC ce soir, qui va nous parler de la semaine des aidants. On a aussi Jean-Marc Maillot, c'est notre mannequin du jour. Il est aidant aussi et français, Tiaranga. Et je me suis pas trompée, c'est dire ça, Tiaranga, aidante aussi et en même temps présidente de parents d'enfants autistes. Mais surtout, juste après, quand on aura fait le tour du CRC et de la semaine des aidants, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc une semaine qui a commencé sur des mauvaises nouvelles, en espérant que ça va changer, en tout cas pour cette semaine qui est bien lancée. On va savoir aujourd'hui, cette semaine un petit peu, qu'est-ce que ça va donner sur le débat concernant les assises de l'alimentation, sachant que la semaine suivante devrait commencer normalement les assises de l'outre-mer. La question, puisqu'on parle des aidants familiaux, la question à nos invités, est-ce qu'à La Réunion, l'alimentation est à la hauteur de ce qu'on est en mesure d'attendre? Est-ce qu'on mange correctement? Oui, la case, oui. Non, pas forcément. Donc c'est Emmanuel qui cuisine alors. Ah, t'es mauvais aujourd'hui. Non, c'est ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle préfère manger à l'extérieur. C'est vrai? C'est ça. Ouais. Pas forcément parce que les produits sont un peu chers. Donc on est d'accord. On s'arrange. Voilà, on s'arrange pour que la marmite bouille, plus ou moins avec l'argent qu'on a en début du mois. Donc voilà. en fait, c'est vrai que pour vous, bien manger, c'est aussi une question de budget et ce qu'on vous vend exactement. En face. Oui, oui. Donc la question, c'est qu'il y a plusieurs ateliers aujourd'hui proposés par la préfecture sur ces assises de l'alimentation. Qu'est-ce qui va en sortir? En tout cas, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça se passe vraiment pour le public. Ça se passe plus entre des professionnels, en espérant que au retour à la restitution des débats, on aura entendu des personnes qui aujourd'hui se battent pour que le Réunionnais mange des aliments de meilleure qualité en tout cas. D'accord, c'est qui se bat pour ça? Je rappelle le moi. On va juste parler de Jean-Paul Bavol, on parlera de François Thibert, on parlera des restaurateurs qui essayent d'utiliser un maximum les produits locaux. Et puis... Bon, après, on parle de restaurateurs, les produits locaux, mais quand on voit les prix pour eux, l'achat, difficile pour eux de bien faire manger les gens à un prix du portefeuille de... Oui, mais la question, à un moment donné, il faudra quand même se poser la question. Est-ce qu'on veut manger en grande quantité ou est-ce qu'on... et n'importe quoi, ou est-ce qu'on veut manger bien et mettre le prix aussi? Oui. Il y a un moment, il faudra quand même se poser la question. On n'est pas obligé de manger. Qui met le prix? Qui tu veux mettre le prix? C'est les gens, les téléspectateurs qui nous regardent, moi, toi, Emmanuel, Jean-Marc. Entre acheter un hamburger à 10 € et acheter un repas à 5-7 € avec beaucoup de légumes, je pense que le choix est à ce niveau-là. Maintenant, ça n'empêche pas quelqu'un qui aime un hamburger, qui mange un hot dog, qui mange... C'est pas interdit, au contraire, je pense qu'il faut aussi changer. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le Réunionnais arrête de manger constamment Là, avec la nouvelle enseigne qui arrive sur le burger, je ne dirai pas le nom de l'enseigne, merci les régies, avec le hamburger, et je crois qu'il faut absolument que le Réunionnais essaye aussi de changer ses habitudes alimentaires. C'est pas les enfants qu'il faudrait changer. Parce que je ne sais pas si tu regardes dans toutes ces grosses enseignes, et vous êtes d'accord ou pas avec moi, toutes ces les sandwicheries, on va appeler ça comme ça, c'est marqué restaurant, quand même. Restaurant, machin, etc. Et les enfants, quand ils disent « Maman, on peut aller manger au restaurant, s'il vous plaît ?» Eh bien, ils voient le restaurant avec ses enseignes d'hamburger tout pourrave, quand même. Pourrave, excusez-moi, c'est pas vraiment pourrave, mais c'est pas très bon pour la santé non plus. Donc il y a aussi dans l'idée du manger au restaurant et la sandwicherie. Et cette question-là se pose pourquoi? Parce que puisqu'on parlait des aidants familiaux, je pense que des aidants sont également confrontés à ça. Je crois que les personnes dont vous vous occupez, généralement, demandent aussi de manger des aliments de bonne qualité. De bonnes choses, oui. Et je le fais, j'essaye donc de le faire, j'essaye de planter. C'est-à-dire comme tu cites Bavol, donc les légumes longtemps, nous essaye donc de mettre un petit peu de chouchou dans la cour, un petit peu de carottes, un petit peu de thym, mais dans la cour.
D'accord. On va rappeler juste les dates, donc on va revenir à la première partie. Donc je vous disais, donc 3 personnes, une du CRC et 2 aidants. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors on parlait des aidants, donc Gismi, on fait la liaison. Il y a 2 aidants avec nous ici parce que c'est la semaine des aidants. Oui, c'est la semaine des aidants du 1er au 8 octobre. Alors pourquoi le CRC a axé une communication et tout un colloque sur toute une semaine pour les aidants? Qu'est-ce qui se passe? Alors le groupe CRC, effectivement, c'est la 7e année qu'il organise la semaine des aidants. Donc c'est une semaine qui permet à l'aidant de prendre un peu de répit. Je vais juste interrompre Emmanuel, parce que j'aimerais bien que vous disiez aux téléspectateurs, c'est quoi CRC? Alors les caisses réunionnaises complémentaires. Merci Gismi. Donc le groupe CRC organise donc depuis 7 ans cette fameuse semaine des aidants qui permet donc aux aidants de prendre un peu de répit pour eux. Pendant une semaine, ils peuvent nous retrouver sur les sites pour se faire chouchouter, pour... on a du loisir, de la santé, de l'écoute, du bien-être et de l'info aussi, parce que les aidants, ils ont besoin d'infos. Tout à fait, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin aussi d'être écoutés, simplement, de dévider leur sac, comme on dit. Et c'est pour ça que Francette et Jean-Marc pourront témoigner de leur expérience à travers nos ronds de cœur. Hein. C'est des groupes de parole qu'on a mis en place depuis bientôt 3 ans. Donc je laisserai aux aidants la parole pour expliquer un petit peu ce que c'est que ce dispositif. D'accord. Et vous avez besoin de vider votre sac, vous les aidants, quand même? De temps en temps, oui. De temps en temps. Qu'est-ce qui devient lourd? Qu'est-ce qui est lourd pour toi, par exemple, Jean-Marc, au quotidien et à l'année, on va dire? On prend sur une fourchette d'une année. Qu'est-ce que tu as besoin de... On va se tutoyer, ça va être beaucoup plus simple sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce que vous avez besoin de jeter, de balles, Ben c'est le trop-plein, parce que bon, moi j'ai la particularité, c'est que je m'occupe en même temps d'une personne âgée, ma mère, 90 ans, d'accord, et d'une personne polyhandicapée, avec 2 centres d'intérêt très différents. Donc un peu casanier et l'autre qui aimerait bien sortir, vivre, donc un maximum. Et là, c'est parfois pénible. Donc là-dessus. Donc d'être entre les deux et trouver un juste milieu. C'est parfois pénible. Entre une personne âgée de cet âge, oui. Quelles sont les exigences? Et pour le polyhandicapé, quelles sont les autres exigences? L'exigence, c'est-à-dire il faut qu'on s'adapte par rapport à son rythme. Donc déjà au niveau des horaires, donc pour le coucher, pour les repas, c'est presque tous les 3 heures, tous les 4 heures de temps, donc la préparation des repas, donc il faut que ça soit prêt quand la personne en a besoin. Donc, et c'est là le souci, parce que au niveau de l'organisation dans le temps, c'est une organisation qui prend la journée. Et quand on arrive en finale, donc en soirée, on est vraiment sur les rotules, à rincer. Rincé. Oui, ça fait combien de temps, Jean-Marc, que tu es aidant? Depuis le 31 janvier 2014. D'accord. Exactement. T'as pris un coup de vieux depuis? Ça t'a fatigué? Oui, un peu fatigué. Mais c'est surtout, bon, c'est la vie associative que j'étais très ancré dedans, à l'entraide des personnes handicapées toujours, hein, donc dans ce dispositif, qui manque, parce que en plus, ces personnes-là avec qui donc j'avais une relation donc très étroite et que j'étais toujours présent, je me suis retrouvé à dire que non, maintenant je suis moins disponible parce que mes 2 parents donc, me prennent beaucoup de temps. Et ça, c'est difficile à accepter. Est-ce qu'avant 2014, tu avais des centres d'intérêt, un passe-temps, un loisir, qu'au jour d'aujourd'hui, tu as mis de côté parce que tu ne peux plus, tu n'as plus le temps? J'ai plus de cinéma, déjà. Donc ça, c'est quelque chose. Les voyages, n'en parlons plus, donc à l'heure actuelle, donc je peux pas... Donc tu peux même pas partir, t'éloigner une petite semaine, rien que pour dire... À l'heure actuelle, c'est très, très, très difficile, donc là-dessus. Ma dernière semaine, c'est en 2016, une semaine. Ma sœur, donc l'autre sœur, donc est venue donc me suppléer pendant une semaine. Et donc pour que je puisse donc vraiment partir, faire une action solidaire dans une île donc voisine. Et ça, mais c'est ce côté-là qui me manque, parce que j'ai besoin de partager avec les autres, partager avec les autres parents aussi, de savoir où on en est, comment on avance. Et quand on sait qu'à l'heure actuelle, donc la problématique concernant la prise en charge des personnes handicapées, c'est pas vraiment la joie, là on se pose beaucoup de questions. Francinette,
Toi? Moi, c'est pareil. En fait, moi, je m'occupe de mon fils depuis... il a 17 ans maintenant. Il est autiste? Il est autiste, voilà. Quelle forme d'autisme il a? Parce que je sais le plus léger. En fait, comme il y a plusieurs formes, lui, là, il est le plus léger. Donc, c'est gérable. Je dirais, une bonne partie de sa vie, quoi. Parce qu'en fait, quand il était enfant, c'était un peu moins. Parce que, bon, après, c'est un enfant avant tout, donc il avait tout ce qui fait qu'il était autiste. Et là, maintenant qu'il est un peu plus grand, donc c'est plus gérable. Et c'est vrai que, comme a dit monsieur, on n'a pas de vie, on n'a rien du tout. Moi, j'ai pas eu de vie depuis, sauf cette année et l'année dernière, je dirais un petit peu moins. Voilà, donc j'avance au fur et à mesure de ma vie, en calquant ma vie et celui de mon deuxième garçon, parce que j'ai un deuxième garçon, en calquant sur la vie de mon premier qui est autiste. D'accord, et votre deuxième garçon n'est pas porteur d'handicap? Non, du tout. D'accord, donc même pour lui, ça, à vivre, comment il arrive à vivre tous les jours? Il est en colère, en grandissant, il devient présent en colère. Pour son frère? Voilà, il devient en colère en grandissant. Et il garde cette colère-là en lui, parce que c'est pas le fait que je me suis peut-être pas trop occupée de lui, parce que après j'avais quand même du temps pour lui, donc tout ce que je faisais avec le grand, je faisais avec lui aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est plus le fait que depuis tout petit, il a 2 ans et demi de moins que le grand, hein, et c'est lui qui a pris en charge son frère. Et là maintenant, à 14 ans, il commence à me dire « Maman, je suis fatiguée ». Et donc lui, quelque part, il est devenu aidant par conséquence, quoi. Donc mais c'est comme ça la vie, on n'y peut rien. C'est pas l'enfant qui a décidé d'être autiste, c'est comme ça voilà, on dit en France c'est un enfant sur 150, sans choix, sans rien, hein, donc c'est comme ça. Et donc ma vie aujourd'hui, voilà, comme je disais, c'est mon choix de vivre comme ça avec mon enfant et pour mon enfant. Et je ne peux pas faire autrement. De toute façon, je ne demande pas non plus à faire autrement. Vous allez dire que je m'enferme dans... Non, pas du tout. Voilà. J'ai rien dit. Non, je parle, voilà, tout le monde. Voilà. Mais il y a ce sentiment de culpabilité? Oui. Parce que moi-même, j'ai pris presque 6 ans... parce que les créoles avant tout, on a aussi la famille, quand il voit un coup de maman, il est différent, il dit peut-être qu'il n'a pas fait service, peut-être qu'il manque encore quelque chose. Pas fait de service, c'est-à-dire c'est la religion, c'est la religion. D'accord, Parce que je suis métisse, malgache, palbar, donc il y a la religion qui joue. En fait, l'autisme n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec... mais ce qui est évident même. Voilà, exactement. C'est pas aussi simple dans la tête des gens qui sont très traditionnalistes et qui sont très superstitieux également, qui croient que la religion et l'opium, au-delà de ce que disait Marx, de la guérison et tout, oui. Et que la religion permet tout, quelque part. Voilà, exactement. Mais après, il faut avoir la foi. Quel que soit le Dieu compris, il faut avoir la foi. Moi, j'ai eu la foi au Tout-Puissant déjà. Et après, la foi en ce que moi, je faisais en tant que maman. Étant donné que j'étais maman à 33 ans, donc j'avais quand même de l'expérience avec les neveux et nièces. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs qu'il était différent. Et c'est ça qui m'a aidée. Le fait que j'ai eu de l'expérience avant, ça m'a aidée pour élever mon fils. Mais ça vous a pas empêché de penser à un moment donné que vous avez fait quelque chose, que vous étiez coupable de quelque chose? À un moment donné, vous l'avez pensé? Mais on est obligé de penser. On est obligé parce qu'on est réunionnés avant tout. Il faut que tu m'expliques, coupable de quoi? Pourquoi? Non, il y a pas. Parce qu'on cherche une raison. On cherche une raison à savoir pourquoi on a enfanté un enfant qui est devenu autiste. Voilà, donc il faut qu'il y ait une raison à ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle pense que quelque part, on l'a punie pour quelque chose. Et pourtant, j'ai pas péché, croyez-moi. Jasmine, tu n'as pas essayé de les faire pleurer là, s'il te plaît? Non, ce sont des schémas. Ce ne sont que des schémas. 6 ans pour comprendre que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Heureusement que j'avais, malgré l'angoisse et tout, malgré les pleurs que je faisais la nuit sans que personne ne me voie, mais la journée, j'étais une maman vraiment formidable, je dirais. Voilà, j'étais une bonne maman. On en est même persuadés. Voilà, je manque pas, même aujourd'hui, je manque pas. Il m'arrive de baisser un peu les bras, il m'arrive de m'énerver, de tout ça, mais c'est bon. Mais ça, c'est une maman classique en général. Ça arrive à tout le monde. Non, ça arrive à tout individu. Ça arrive à tout individu. Oui, voilà. Qu'est-ce que ce genre de semaine comme le CRC organise vous apporte à vous et aux autres aidants? Parce qu'il y en a beaucoup. Combien d'aidants sur la Réunion, approximativement? Alors, je ne te demande pas un chiffre. Oui, le chiffre est compliqué à donner, mais ils sont au moins 46 000 aidants recensés. Après, nous avons des aidants, par exemple, les aidants salariés, qui ont une activité professionnelle, et ceux-là, pour le coup, ils ne sont pas recensés. D'accord. Et pourtant, ils sont bien là, et ils ont une journée de travail, et quand ils arrivent, ils ont une deuxième journée. 46 000? Oui, de recensés. De recensés, oui, on est bien d'accord. Donc voilà. Bien sûr, c'est un peu plus, oui. Beaucoup plus même, je pense. Ce que Manuel dit, c'est qu'à la limite, les gens qui travaillent et qui sont aidants, il y a des aides qui existent, mais ils ne connaissent pas.
Tandis que ceux qui sont aidants bénévoles, parce que je ne suis pas payé par qui que ce soit, et donc n'a pas de soutien. Mis à part que le CRAC, donc, par exemple, donc, nous a aidé par rapport à un soutien pour se faire remplacer. Donc ça aussi, c'est important. Voilà, qu'est-ce que le CRC t'a apporté à toi, Jean-Marc, en généralité, déjà ça? Déjà cette année, donc, le fait d'apporter donc, des aides pour pouvoir se faire remplacer 2 heures ou 3 heures de temps, donc, en fonction de la gestion donc, des carnets, c'est une avancée formidable pour nous. Et parce que là, je n'aurais pas pu être avec vous si j'avais pas une personne qui me remplace pour mes 2 parents. Donc vous comprenez que et ça il faut gérer donc là-dessus. Après il y a le plaisir aussi de rencontrer les autres. Donc, lorsque j'emmène ma sœur donc au niveau de la semaine des aidants, qu'elle a rencontré donc les masseurs, ceux qui font donc les ongles et compagnie, elle est heureuse et on dirait qu'elle attend que ça pour vivre. Hein. Donc, on l'a vécu la semaine à Sainte-Suzanne il y a 2 semaines de cela. C'est un moment qui est d'échappatoire pour elle et pour moi aussi, donc qui me permet de souffler parce que là, quand je la mets dans les mains de ces personnes, moi aussi je souffre. Et de la voir heureuse, ça vous soulage? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est énorme. Et il y a une chose aussi, au-delà de ça, puisqu'on parle de reconnaissance, et pour vous, les aidants, il y a un moment donné, il faut aussi que les autres, enfin ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites, puissent, dans le cadre de cette action, avoir vraiment une idée de ce que vous pouvez vivre par moment, et que seul vous, je dirais, vous connaissez. Et c'est vrai que la reconnaissance, à un moment donné, est important de savoir que vous faites quelque chose qui est exceptionnel, extraordinaire. Le fait que vous nous recevez, donc de nous permettre de nous exprimer et de dire notre ressenti, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que, bon, notre situation, on ne la partage pas tous les jours, ni au téléphone, ni par texto, ni sur Facebook. Emmanuel, est-ce qu'en généralité, sur les aidants, il y a aussi cette espèce de forme de honte qui s'installent chez les aidants, qui ont honte de dire « moi, je m'occupe de ma famille, moi, je suis aidant ». Est-ce que la honte aussi est dans... Oui, la honte dans certaines pathologies. Hein. Dans certaines pathologies, les aidants ont peur de dire « Ah, bah, j'ai par exemple un parent qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ou un parent qui est atteint de Parkinson ou polyhandicapé, par exemple. On ne le sort pas parce que qu'est-ce que va penser le voisin, etc. etc. De plus en plus, on constate sur les 7 années où on a mis en place des activités que les aidants viennent avec leurs aidés. Et ça, c'est super. L'idée, c'est aussi de mettre en avant ce couple aidant-aidé, pas que dans le quotidien, la galère de tous les jours, hein, les soins, le bain, le repas, parce que le repas, c'est pas, pour une personne porteuse de handicap, le repas, c'est pas un plaisir, hein, je peux vous dire. Hein. Donc, cette semaine-là permet à l'aidant de profiter un maximum d'activités avec son aidé, mais dans de bonnes situations. De voir les choses différemment. Différemment, c'est-à-dire que c'est pas gris, c'est rose. Voilà, on espère en tout cas. Depuis 7 ans, tu disais 7 ans que le CRC organise cette fameuse semaine, ce que le vendredi 6, donc bientôt, c'est la journée nationale des aidants. Depuis 7 ans, est-ce que pour le CRC qui organise ça à La Réunion, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'il y a plus d'aidants qui viennent avec... voilà, est-ce que ça réagit? Oui, alors on a encore du mal à avoir tous les aidants. 46 000, c'est compliqué. Quand même, hein. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'aidants qui nous appellent pour des accompagnements spécifiques, parce que nous ne faisons pas des accompagnements... nous faisons surtout des accompagnements sur mesure, c'est ce que je voulais dire. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à l'aidant et à l'aider. On ne va pas mettre un accompagnement pour Francette comme pour Jean-Marc, la même chose. C'est vrai que cette année, on a mis en place l'aide au répit, donc les tickets dont Jean-Marc parlait, qui permet donc aux aidants de prendre un moment de répit pour eux. Bon, c'est sûr qu'on débute, donc nous mettons des dispositifs au fur et à mesure et en fonction des besoins des aidants. Donc nous sommes à l'écoute de ces personnes. Oui, est-ce que vous allez piocher directement à la source pour on va justement, exactement. On les côtoie, enfin pas quotidiennement, mais régulièrement. Et pour le coup, on est vraiment sollicité par des aidants qui nous font monter des besoins de terrain. Et c'est à partir de là que les conseils d'administration mettent en place des dispositifs pour répondre à ces besoins. L'idée, c'est vraiment d'être sur mesure. C'est pas de faire des choses et puis dire on fait. C'est vraiment d'aller à l'écoute et accompagner l'aidant
dans sa vie de tous les jours. Alors, n'importe quel aidant peut appeler le CRC On répondra à n'importe quel aidant, oui. Même s'il n'est pas forcément. On ne sait pas ce qu'on lui dira, mais on y répondra. Mais voilà, il faut nous sommes dans l'écoute, il n'y a pas de souci. Non, nous sommes dans l'écoute, il n'y a pas de souci. Mais dans l'écoute, on est d'accord. Mais après, pour de toute façon, que ce soit le couple aidant-aidé, il y a toujours un lien avec le groupe CRC. D'accord. Okay. Il y a aussi un constat, c'est qu'aujourd'hui, et là je pose la question aux deux intéressés, c'est que il y a aussi un véritable appel au secours des aidants aujourd'hui. Vous êtes dans des situations qui sont parfois extrêmes, où vous êtes au bord de la rupture, pour ne pas dire parfois le burn-out ou l'envie de vraiment de mettre fin à tout ça. Ah oui, il y a des jours, ça m'est arrivé, hein, comme tout à l'heure François disait, hein, c'est que bon, on charle un coup le soir. Donc pour réagir, et donc, mais on a un ras-le-bol. Le lendemain matin, il faut lever. Quand même, au petit déjeuner. Oui, il faut préparer tout et mettre tout en place et que le monde tourne et que ces deux personnes-là. Ça fait 2 ans à peu près, je crois, qu'il y a une vraie je dirais, prise de conscience que les aidants aujourd'hui ont vraiment besoin d'être aidés, d'être accompagnés. Oui, je pense que bon. Pour répondre un peu aussi à la question, pendant ces temps-là, on a vu des évolutions. Il y a eu le rond de cœur. Les ronds de cœur ont permis donc de faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique-moi ce que c'est, les ronds de cœur. C'est un espace de discussion. Donc, les aidants c'est un groupe de parole, on va dire. Un groupe de parole, donc vont discuter et vont échanger sur leurs difficultés, leurs problématiques et compagnie. Quelle problématique ressort encore depuis 7 ans? C'est régulièrement le répit. Le répit. Et donc, moi, la solution donc, du répit-repos, ça a été génial parce que je ne pouvais pas, ou bien je pouvais venir que seulement une petite partie de discussion à travers le rond de cœur parce que il fallait que je reparte parce que la personne qui me soutenait, qui m'aidait, donc gracieusement, donc devait repartir chez elle. Et donc, et ça, c'était frustrant. Parce que quand on a commencé une discussion avec d'autres personnes, et que tout d'un coup, on dit excusez-moi, il faut que je m'en vais. Hein. Donc, c'est une obligation. Et on ne sait pas aussi qu'on est aidant. Moi-même, C'est vrai? Oui. Pour moi, j'étais maman, et il y a presque 2 ans maintenant que j'ai rencontré Emmanuel, je sais que je suis aidante. Avant ça, j'étais maman qui s'occupe de son enfant. Tu l'as pris comment quand tu as compris qu'en fait, tu faisais partie de ce cadre des aidants, que tu étais aidante? Quelle était ta réaction? On se rend compte qu'on a un réel problème finalement. Voilà, c'est-à-dire avant, je vivais normalement parce que j'ai dit, mon fils, c'est mon enfant. Mais moi, ça va, comme j'ai dit. Hein, mais après, je connais d'autres parents qui ont vraiment besoin justement de ce genre de répit-repos qu'ils ont, que donne le CAC. Répit-repos. Voilà. D'ailleurs, je remercie le CAC de nous avoir invités. Hein. Donc, on a besoin de ce genre de société qui nous aide justement à avoir de l'aide. En parallèle, tu es aussi présidente d'une association, on va passer vite fait sur le sujet, de parents d'enfants autistes. Voilà, l'association pour la reconnaissance du droit à la différence. Donc on l'appelle la PADD parce que c'est un peu long. Donc la PADD a été créée en 2011 pour justement les parents d'enfants autistes. Parce que moi je croyais que j'étais toute seule. Est-ce que ce message est passé du CRC à ces parents autistes? Oui. D'ailleurs, j'invite tout le monde à demander le chéquier parce que moi finalement j'ai pris dernièrement et ça m'aide. Expliquez-moi ce que c'est le chéquier. Ça m'aide pour le ménage. Moi quand j'ai demandé à mon banquier, il me dit ah non Madame Pitou, on n'avait pas commencé. C'est un dispositif qu'on a lancé en 2017, donc nous allons inviter les aidants à venir nous retrouver du 1er au 8 octobre pour leur expliquer ce que c'est que l'aide au répit. D'accord. Et franchement, ça rend service. Quand on peut s'asseoir, prendre un café, le temps qu'il y a une dame qui fait votre ménage, franchement, c'est un dispositif qui date vraiment que 2017. Oui, on l'a lancé en janvier 2017. D'accord, il y a plein de choses qui ont été lancées en 2017, dis-moi. Il y a l'agence mobile aussi. On a été la semaine dernière à l'inauguration de coupage de ruban avec notre Miss et Sangouma. Oui, Daniel Sangouma qui est parrain de l'agence mobile. D'accord, une agence mobile. Alors je veux juste qu'on fasse une petite parenthèse sur cette agence mobile parce que le CAC va être partout. En fait, dans l'île, même à des endroits où il y a des gens qui ont du mal à se déplacer, qui n'ont pas forcément le temps. Et alors, explique-moi un petit peu ce que c'est l'agence mobile. Effectivement, l'agence mobile permettra donc aux collaborateurs du groupe CRC d'aller au plus près des Réunionnais et de répondre à leurs questions, à leurs besoins. Et on est vraiment très content de ce dispositif, puisque vraiment nous sommes dans nos valeurs, c'est-à-dire
l'entraide, la proximité et la solidarité. D'accord, donc quand on dit c'est un bus, enfin c'est une espèce de... Un van. À découvrir, Jessica, voilà. à découvrir. Mais ça va aller où? Dans quel quartier? Dans quel genre de... On vous invite du 1er au 8 octobre, toujours. Ah, d'accord. Il n'y a que des surprises du 1er au 8 quand même. Peut-être qu'il faut préciser que par rapport à ce bus, il est accessible aux personnes à mobilité réduite. En plus. Ah oui, on a testé, hein, donc c'était tout bien. On est venu pour cela et donc c'est bon, c'est calé. Donc la personne en fauteuil ou à mobilité réduite peut venir parce que l'adaptation elle a été pensée, réalisée, donc, et ça c'est une chose. Quand il faut le dire, quand c'est bon, il faut le dire aussi. Carrément, on va juste entre deux, avant de revenir sur le CRC, sur l'agence mobile, sur la semaine des aidants et tout, on va se faire une petite pause. Clip. Tadam. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers coupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Retour sur le plateau après la jolie reprise de Mehdi Gerville, qui est aussi le parrain de l'association de Francette. Effectivement. Association depuis 2011. Association pour la reconnaissance du droit à la différence depuis 2011.
D'accord. Voilà. Donc, il vient, comme il dit, comme il est tellement pris, il vient réellement faire plaisir quand il peut. Est-ce que les autistes sont réceptifs à la musique? À la musique, oui, mais à d'autres musiques, certainement, à la musique classique et tout le reste. Après, bon, il y a des grands avec nous qui aiment quand même la musique de la Réunion. Donc, mais ils aiment toutes les musiques, en fait. Je crois que... Après, c'est selon l'âge aussi. On ne veut pas obliger un enfant à faire de la musique alors qu'il n'a pas envie, s'il préfère écouter que de la guitare au lieu de chanter. Donc, c'est tout ça. C'est aux parents, justement, de voir tout ça. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire « Ah, votre enfant, il aime ça ». Non, c'est aux parents, comme il est 24 heures sur 24 avec son enfant, c'est lui qui voit. Voilà, donc on demande que ça, à ce que les parents, il faut que vous soyez attentifs aux demandes de vos enfants. Une question, aujourd'hui quand on a un enfant autiste, il a l'école, c'est compliqué je suppose, donc il y a des structures aujourd'hui à La Réunion qui peut accompagner comme vos enfants, ou c'est vraiment vous l'avez 7 jours sur 7, 24 sur 24? Non, du tout. Il y a des écoles normales dans les classes classiques et avec l'aide d'une personne. Toujours avec un adulte, bien souvent. Les auxiliaires de vie, voilà. Et effectivement, c'est difficile autant pour l'enfant de suivre. Donc, heureusement qu'il y a cette personne-là qui les aide. Et après, il y a d'autres enfants qui vont dans les IME, dans les hôpitaux de joie et tout. C'est à partir du collège que les problèmes commencent pour les parents d'enfants autistes parce que les structures ne sont pas adaptées. Il n'y a pas aucune structure. Moi, depuis l'âge de 15 ans, mon enfant, il est à la maison. L'auxiliaire n'est pas formé. Voilà, effectivement. Il y a un manque d'auxiliaires, donc ça, c'est quasiment certain. À la rentrée, donc cette rentrée, donc il y a eu de sacrés soucis par rapport à l'accompagnement des jeunes élèves dans les unités locales d'association sociale. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut parler d'auxiliaires de vie scolaire en fait. Et le problème, souvent, au niveau des enfants autistes, c'est que les enseignants ne sont pas non plus très chauds pour les avoir avec eux. Parce que... moi, j'ai eu ce souci-là quand il était en maternelle. Il était beaucoup rejeté par la première maîtresse. Il était traité de fou. Après, il était traité de fou. C'est la maîtresse? Oui, c'est la maîtresse qui disait. Une adulte qui disait je ne veux pas de cet enfant fou dans ma classe, madame. Ah, bravo. Donc après, comme il est obligé d'être scolarisé, on le prenait 2, 3 heures de temps dans une journée. Je félicite dans une journée, dans une semaine. Carrément. Voilà, dans une semaine. Et après, il a continué comme ça, 1 jour, 2 jours, l'année ensuite. Après, en grande section, c'était bien. Il n'y avait pas de souci, la dame l'acceptait. On l'a mis au CP. Au CP, c'était pire. C'est la maîtresse qui le frappait maintenant, qui le secouait et tout. Après, il y a un autre prof de CP, un autre institut de CP qui était là. Il a vu la souffrance de mon enfant. Il s'est dit, écoute, je vais prendre... Il a pris sur lui, il est parti parler à la maîtresse, à la directrice, et du coup, la directrice a accepté que mon enfant change de classe. Donc, il est passé de CP avec cette dame-là, et avec le monsieur, c'était parfait. Est-ce que je vais tutoyer, mais est-ce que tu as accepté, toi, que ces gens-là se comportent comme ça avec ton enfant? Ça se dit pas normalement. Beaucoup savent que mon enfant est en souffrance, mais personne ne parle parce que c'est des collègues, c'est des amis, ils mangent ensemble à table et tout. Mais grâce à ce prof-là, franchement, aujourd'hui, j'ai toujours la reconnaissance pour lui et ça fait quand même 6 ans que mon enfant n'est pas dans son école, mais franchement, c'était quelqu'un qui nous a aidés. Moi et son papa, franchement, on était... Et puis de toute façon, il y a aussi une omerta là-dessus. Lorsqu'un professeur, un enseignant fait du mal à un enfant handicapé, personne ne parle parce que les parents ont peur que devant, les portes se ferment également. Donc il y a un contexte aujourd'hui aussi qui n'est pas simple. Ce qui est très grave quand même, mine de rien. Oui, mais il faut chercher des solutions. La solidarité corporatiste existe aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi voir. Mais on le sait que les parents d'enfants handicapés doivent vraiment baisser la tête et doivent vraiment se soumettre à ce que... Non, mais ça, c'était avant, monsieur. Aujourd'hui, il baisse plus la tête, là. Mais il est là, là. Personne ne baisse la tête, monsieur. Mais non, mais franchement... La souffrance de mon enfant, c'est ma souffrance. C'est la souffrance de ma famille. Donc, notre famille était tout le temps malheureux. 24 heures sur 24, on était malheureux parce qu'il fallait trouver une solution pour mon garçon. Et aujourd'hui, ça continue. Même là, au lycée, il se passe des petites choses comme ça en dessous. Mais moi, j'ai été la dernière fois. Et j'ai dit avec la personne qui est au placé, je lui ai dit, c'est une discrimination de refuser à ce que mon enfant parte faire une sortie avec vous. Et je lui ai dit, franchement, je suis sortie de là, j'ai pas pleuré devant elle, mais j'étais vraiment en larmes. Parce que je me dis, c'est une souffrance, il a 17 ans maintenant. Il y a une chose, madame, si l'enseignant juge que le cadre n'est pas suffisamment garanti pour l'intégrité de la personne,
je peux comprendre cet enseignant-là. Maintenant, il faut mettre en place un cadre où l'enfant est vraiment sécurisé. Exactement. Et c'est ça le problème. Et l'année dernière, ils ont fait la même chose, mais ils ont joué sur le mot qui était écrit sur le certificat médical. Cette année, ils ont rendu son argent en dessous sans que son AESH était au courant, scolaire. Sans que tout le monde... Ben, il est bien assuré parce qu'il faut bien assurer notre enfant. Et donc, du coup, on lui a rendu son argent en dessous. Et moi, le jour J, j'ai appris. Le jour J, c'est-à-dire à 7h30, j'apprends que mon garçon n'ira pas à cette sortie-là. Parce que, vous savez, avec les enfants autistes, la différence, c'est que ils disent pas tout. Il faut tirer petit bout par petit bout pour savoir. Ils peuvent vivre une grosse situation stressante et tout. Les parents ne sauront jamais. Après, il faut regarder le regard et tout, mais tant qu'ils ne sont pas touchés, voilà. Et il faut se battre, il faut que les parents se battent, il faut qu'ils se disent, c'est fini, c'est fini. Moi, je dis tout le temps, l'esclavage est fini depuis 1848. Donc, que ce soit ma couleur de peau ou ma situation sociale, ça n'a rien à voir. C'est fini et on est là aujourd'hui, on se bat. Et moi, je suis là, je me bats. Je me bats parce que j'ai besoin de me battre, j'ai besoin de montrer ça. Mais ce qui est en plus de la vie quotidienne d'avoir un enfant autiste ou c'est pas facile. Aidant, voilà. En plus de se battre contre des adultes, je dis bien, précisons les choses, des adultes qui ont soi-disant toute leur tête, limite c'est eux les autistes, hein, sérieux, parce que c'est quoi un enfant et un enfant fou, ils sont un peu handicapés quand même. Franchement, je veux pas être méchante. La maltraitance institutionnelle, elle est là, hein, donc elle est présente, hein, donc qu'elle soit autiste ou autre handicap. Hein. Autre handicap aussi, tu as vécu ça, toi? Bien sûr, autre handicap. Mais quand on voit des instituts qui n'osent pas rentrer dans un fauteuil parce que de peur que le handicap de l'enfant qui est handicapé dedans va se transmettre par la ferraille. Des adultes et des instituts, ça, hein, donc là-dessus. Hein. Bon, il y aurait tellement de choses à dire. C'est navrant là-dessus. Non, mais ça me fait sourire tellement que la bêtise, elle est profonde. La maltraitance, ça vient aussi souvent de mauvaises informations, de la méconnaissance de la pathologie ou du handicap. Donc pour le coup, il y a forcément des gens qui ne sont pas forcément maltraitants, enfin, ils ne maltraitent pas l'enfant parce qu'ils ont envie de le maltraiter, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le handicap. Mais donc il y a effectivement le volet formation qui est important, et c'est pour ça qu'on revient sur les aidants. C'est pareil, un aidant, quand il doit s'occuper d'une personne, par exemple, porteuse de handicap, d'abord une formation. Il y a tout ce qui est les transferts, hein, entre la chaise roulante et le lit, par exemple. Ça, on ne le fait pas comme ça. Ils sont même appareillés. Voilà, donc, mais il y a des formations à avoir. Donc tout ça, l'aidant a besoin d'être accompagné. Pas que le soutien psychologique, pas que l'écoute, pas que le répit. Le CRC offre tout ça au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ça fait partie de l'accompagnement, ça fait partie de notre accompagnement. La formation, ça fait partie de notre accompagnement. Après, on n'a pas tous les aidants qui sont d'accord d'aller suivre une formation pour être accompagner correctement son aidé au quotidien. Mais c'est quelque chose, la maltraitance, par la méconnaissance, ça existe malheureusement. Donc les formations sont là pour ça, et il faut continuer donc à en parler autour de soi, comme Francette le fait, comme Jean-Marc le fait, pour pouvoir justement aider les aidants à sortir de leur ignorance quelque part. Et lorsque j'ai tout à l'heure parlé d'intégrité de la personne, donc ça c'est quelque chose d'important. Mais il y a des plans d'organisation à mettre en place. C'est bien avant la sortie. Donc ça s'organise, ça se met en place avec l'auxiliaire de vie scolaire au social. Donc il y a toute une organisation. Et pourquoi pas solliciter un aidant pour venir faire la sortie. Donc, ce qui serait beaucoup plus simple en fait. Il y a des propositions. Pourquoi chez les maternelles ou les petits, donc on sollicite les parents à venir donc, en natation ou quoi que ce soit, et là aussi c'est la même chose. C'est changer ce regard-là, parce que bon, c'est une personne porteur de handicap, et tout de suite, vaut mieux border. Non, il faut arrêter de border. Quand on parle d'autisme, et j'insiste avec Francette là-dessus, le 3e plan autisme vient d'avoir lieu. D'accord? Donc il y a eu donc le bilan. Le 4e, il est en train de se mettre en place. Ça doit se mettre en place avec les parents des enfants autistes. Oui, d'accord. Donc là-dessus, ça doit se mettre en place, la réflexion, le travail ensemble. Et non juste une question d'expertise. Il faut que tout le monde s'y met, et surtout les parents. Parce que la galère d'un parent, ça ne peut pas se faire par un éducateur spécialisé. Et j'en parle en connaissance de cause. Je suis éducateur spécialisé, mais mon rôle d'aidant, c'est 2 choses différentes. Parce qu'il y a des approches tout à fait différentes. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et là, je suis d'accord avec Francette, c'est que maintenant, non, nous dit ça n'en a pas dit. Content ou pas content. Non, parlons plus à moi, j'ai répété ça.
Parce que moi, la retraite, donc il ne peut plus avoir la sensibilité. Jean-Marc Maillot, mais si, mais en fait, je pense que... Et CRC, dans tout ça, est-ce que tu as trouvé de l'aide? Est-ce que le fait de monter ces groupements, fonds de cœur et tout... Ça apporte un plus à la personne, donc à nous-mêmes. Donc on a besoin de s'épancher, de discuter, d'emmener. Parfois des échanges, on trouve des solutions entre nous, donc aidants. Mais le fait que ce groupe de parole puisse se réunir dans un endroit bien précis, donc ça crée du lien. Et donc là-dessus, parfois, on voit notre marmaille donc avec un regard déjà, il fait pitié, mais l'autre, quand il explique encore sa situation, parfois elle est 2 fois plus pénible, il dit, vous nous les sauvez de la misère. Donc, vous comprenez? Mais c'est là, et là, ça dédramatise donc des situations qui permet donc d'avancer. C'est ce côté-là aussi qui est important. Après, bon, le répit-repos, les échanges, donc les échanges avec les spécialistes ou autres, donc ça, c'est quelque chose de Sur la semaine, il y aura des spécialistes aussi, Emmanuel? Oui, alors nous allons avoir des ateliers de bien-être, hein, donc faits par des professionnels. Nous allons avoir un psychologue, un sophrologue, et nous allons avoir de la socio-esthétique sur certaines manifestations. D'accord. Voilà. Juste avant qu'on parle un petit peu de toute la manifestation, parce que ça commence, c'est dimanche, j'ai une dernière question. Depuis 2 ans, tout à l'heure, Jismi disait que depuis quelques années, on commence à parler de la charge très lourde qu'il y a sur les aidants, jusqu'à dire que souvent les aidants, ils disparaissent avant le patient et tout. Est-ce que vous, en tant qu'aidant, et quand vous deux, vous faites partie des groupes, est-ce que cette notion fait peur aux aidants quand même au jour d'aujourd'hui, de se dire, on va décéder avant la personne qu'on soigne? Souvent, les aidants ont un rapport de cœur avec de famille ou de cœur avec les aidants, et se dire que on va certainement disparaître avant. C'est surtout, en fait, c'est au niveau psychologique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle fatigue psychologique, mentale. Oui. Et parfois, ils ont envie que ça s'arrête. La seule façon... Il y a un lien très fort avec les personnes qui aident. Donc, je veux juste finir, juste dire que le fait de savoir que vous allez partir avant la personne que vous aidez, donc avec cette relation très forte, est-ce que ça vous fait peur? Et est-ce que vous dites, qu'est-ce qui va s'en occuper après? Ce qui vous fatigue encore 2 fois plus? Moi, en tant que maman, je pense ça. Mais après, c'est pas que je suis fatiguée. Comme j'ai dit, c'est différent l'autisme. Oui, d'accord. Voilà, comparé à M. Maillot. Mais moi, j'ai peur. Qui va s'en occuper? Parce que après, voilà. Moi, j'aimerais bien partir avant mes enfants. Bien sûr, c'est dans la lignée des choses. Donc, mais pas dans ce cas-là. Pas dans le cas de votre enfant autiste. Ah non, jamais. Moi, je veux que mon enfant vive. Il y a tellement de choses à voir dans le monde, monsieur. Tellement de belles choses. Je veux que mon enfant voit tout. Alors, la question, elle est terrible. Alors, voilà. C'est vous qui devez mourir. C'est vous qui devez mourir avant ou c'est votre fils? C'est moi, bien sûr. Parce que mon enfant, je veux qu'il vive. Mais qui va s'en occuper? Voilà. Comme j'ai dit, je fais tout. J'ai dit, s'il faut, à 70 ans, je l'emmène en voyage, voir le monde, voir les belles choses de la vie. Est-ce que tu commences déjà dès maintenant à penser et à préparer? Non, jamais. Non, je suis trop jeune pour mourir, donc voilà. Non, mais ça te laisse le temps, beaucoup de temps à la limite. Bien sûr, ça laisse du temps. Donc, c'est pour ça que je veux que mes enfants grandissent vite pour que je puisse partir tranquille. Que mon garçon ait une femme, voilà, que mes enfants qu'ils soient heureux. Quand je pars, il faut que mes enfants soient bien dans la vie sociale en tous les cas. Il y a des autistes qui sont acteurs. C'est un paradoxe, madame. Voilà. C'est un paradoxe. Parce que lorsque vous partirez, ils sont malheureux. Oui, je sais, mais je vais dire, je vais préparer justement à être heureux dans la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de belles choses à voir dans le monde. Je veux que mes enfants vivent chaque jour pleinement. Voilà, c'est mon choix, mon souhait de maman en tous les cas. En fait, je voulais dire tout à l'heure par rapport à sur les groupes des paroles, je crois que ce qui a changé ces dernières années, et ça c'est grâce à la CRC, c'est que en se confrontant leur vie de tous les jours, les aidants ont pu se rendre compte que finalement, vous êtes nombreux à vivre ce que vous vivez, je suppose. C'est ce qui a ouvert une porte. Oui. L'échange, donc, savoir donc qu'il y a des choses qui se passent aussi de l'autre côté, avec d'autres personnes qui vivent une galère, donc parfois donc pénible. Mais moi, la peur, c'est que c'est vrai que c'est un stress assez permanent, parce que donc comment, si là je suis pas moi disponible, comment mes parents vont faire?
comment maman il s'est débrouillé avec Suzy. Donc ça, c'est des choses qui travaillent psychologiquement, donc à des moments, c'est Et tu te prépares à ça? Tu prépares à... éventuellement, est-ce que... Heureusement, mon métier m'a permis donc d'avoir du recul donc là-dessus, donc j'essaye, mais à des moments, c'est vraiment ce qui a amené ceux que... je pense qu'il y a des psychologues, des thérapeutes de temps en temps qui interviennent. Oui, dans le rond de cœur, oui. Le rond de cœur est animé par un psychologue, bien sûr. Alors donc le mot, on entend souvent pour vous, c'est le lâcher prise. Oui, lâcher prise, c'est ça. Ouais. Mais ne l'a jamais prise. Hein. Oui, c'est ça. Mais comment y parvenir vraiment à lâcher prise? Pour vous, c'est la question. C'est difficile. C'est juste un mot. Même si l'âme elle est là, mais l'esprit aussi est de l'autre côté, tu vois. Donc c'est ça les affaires, parce que et c'est là que comment ça se passe là. Tu vois, c'est toujours ce stress permanent. Quand tu es sur la route, tu vas à une réunion, tu vas voir autre chose. Quand tu reviens, tu te dis, là, comment ça s'est passé? Comment je vais les prendre? Comment les retrouver? Tu vois? Donc après, il faut que tu fous tous tes soucis derrière et que là, quand tu arrives là, il faut que tu sois disponible à eux. Et c'est là que... En plus, je dis, hein, la particularité chez moi, c'est qu'il y a deux centres d'intérêt. Et donc, ma petite sœur, donc elle a besoin donc de jouer, de s'amuser. Enfin, petite sœur, 62 ans. Hein. Oui, d'ailleurs, je disais mannequin tout à l'heure, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est votre petite sœur qui est avec vous. Oui, c'est ma petite sœur. Et elle s'amuse très bien, donc on s'amuse hein, donc là-dessus. Mais ça, c'est pareil. À cet âge-là, lorsque tout à l'heure on parlait donc d'évolution de la prise en charge, du temps de Dr Callen, si vous l'avez entendu parler, Zusmi, donc Dr Callen, lui, il jouait pas dans la dentelle. Donc là-dessus, et les parents donc étaient devant une confrontation énorme. Est-ce que ça sensibilisé donc que j'aille dans le monde spécialisé? Je pense qu'il y a une part de vérité parce que il n'y avait pas de prise en charge et donc le papa lui il a pris son orientation et que il faut que les enfants, Suzy et maman, ils meurent dans la case. Et cette semaine de répit que vous allez avoir, comment vous allez le vivre? Comment vous allez la vivre? Et est-ce que vraiment vous allez lâcher prise? Vous allez profiter qu'on s'occupe de vous, qu'on fasse des massages, qu'on vous maquille, qu'on vous fasse du bien? Est-ce que pendant cette semaine-là, vous allez vraiment vous dire, voilà, il y a une semaine et elle est pour moi. Et enfin, je vais vivre vraiment. Il ne gagne pas trop d'années. On va gagner pendant une petite heure, pendant 10 ou 15 minutes, avec des doigts de fée sur mon crâne. Donc ça, je garde ça, c'est extraordinaire. Les massages, donc, qui fait que j'ai au niveau de la nuque, quand ça te libère, là tu lâches prise. Il y a la sophrologie aussi, qui est fait aussi pour ça. C'est un côté aussi qui est important. Donc c'est là, ce moment-là. C'est on va pas dire la semaine, mais des petits quartiers donc, qui va nous permettre de lâcher prise. Et ce lâcher prise, moi, mon dernier massage donc, à Saint-Suzanne, donc là-dessus, je vais bien me souvenir, parce que je me suis endormi donc, dessus. C'était tellement génial. Voilà. Ouais. Et là, j'ai lâché prise. Et quand tu étais jeune, il dit merde, je me suis endormi, j'ai rien vu passer. Ah, mais c'était bien. Quand il a joué de Saint-Suzanne, là, c'est nous, c'est l'association APADD qui avait organisé. Ah, c'est votre association qui l'a fait dormir. Voilà. Ok. C'est un des partenaires. Voilà. Mais en tous les cas, pour répondre à la question, personne ne pourra dire qu'on va lâcher prise. Parce que le temps que, comme dit monsieur, si on se masse la tête, les yeux vont courir partout pour voir quoi on est en train de faire là-bas. Voilà, on ne peut pas lâcher prise. Ce n'est qu'un mot pour nous. Voilà. Rupture repos, c'est un mot aussi. Donc, il n'y a que des mots pour nous. On n'a pas réellement les... On n'est pas dedans à 100%, on ne peut pas. Puisque les psychothérapeutes qui vous accompagnent vous expliquent que lorsque vous allez lâcher prise, vous allez mieux vous sentir. Quand vous reviendrez, vous serez en meilleure situation, vous aurez plus d'énergie pour vous occuper de votre enfant. Ça ne vous donne pas envie de lâcher à un moment donné pour revenir encore plus fort? On aimerait, mais on ne peut pas. Parce que le temps que lui va parler, là je regarde maman, je dis, excusez-moi, je reviens dans un instant. On n'a pas,
On peut pas. Oh, d'accord, je voilà. vois. Au contraire, on remercie le groupe d'avoir mis en place ce genre de journée, parce que c'est particulier quand même. Parce que mine de rien, même. si vous pouvez pas à 100%, il faut savoir que ça vous apporte quand même un petit peu, un petit peu d'oxygène. Exactement. C'est comme si quand vous refilez un petit peu d'oxygène, mais on vous retire tout de suite, mais quand même, ça fait du bien. Voilà, 2 secondes, oui. Imaginez que vous lâchez vraiment prise pendant un laps de temps. Allez, on va dire 24 heures. Vous pensez que ça ferait de vous de mauvais individus, de mauvais êtres humains? Pas du tout. Alors pourquoi vous le faites pas? Parce que 24 heures, ce serait gaillard pour moi. Alors? Mais comment trouver ce 24 heures-là? Qui ça, il prend 24 heures d'affilée? 2 personnes. Vous comprenez ça, Jasmine? C'est ça le souci. Parce que c'est le 24 heures. Moi, je dis, la sœur vient m'aider les week-ends, mais malgré tout, j'ai pas 24 heures. Et le pire, c'est que si la sœur est là, maman, comme si moi, c'est toujours le petit garçon, il ne dort pas tant que Jean-Marc pour rentrer. Donc, automatiquement, on est obligé de rentrer. Donc, on va te lâcher prise, il est là. Là, il lâche pas prise. On arrive, on a dépassé le temps, Gismi. Bon, c'est pas grave, je te pique un petit peu de temps, c'est pas très grave. Hein. Tu m'en veux? Si, je t'en veux. Mais c'est pas grave, je m'habituerai. C'est à l'intérieur. Je vais m'habituer. Et il faut savoir, juste avant de passer vraiment au déroulement de la semaine, il faut savoir, monsieur Jean-Marc et Francinette, que les héros, ils ne se reposent jamais. Oui. Voilà. Dimanche, pique-nique. Oui, dimanche, on attend donc tous les aidants au Jardin de l'État pour la journée Sentez-vous Sport avec la gymnastique volontaire qui a bien voulu cette année nous offrir sa journée Sentez-vous Sport. Donc on attend les aidants. Ils sont bienvenus pour faire plusieurs activités sportives, donc pour les adultes, grand public, c'est ouvert à tout le monde. Mais il y aura un focus sur les aidants, donc on vous attend nombreux dimanche. À partir de quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h jusqu'à 15h. Oui. À peu près, voilà, c'est une fourchette. Et vendredi 6, donc bientôt. Oui, c'est la journée nationale des aidants. La journée nationale des aidants. Qu'est-ce qui se passera? Alors cette année, on a décidé d'organiser donc cette journée à la halte Alzheimer, une maison qui a été inaugurée cette année par les CCS du Tampon. Donc on sera donc dans cette maison pour accueillir les aidants. D'ailleurs, pas que d'Alzheimer, les aidants de toute pathologie aussi. Vous êtes les bienvenus sur le Tampon pour découvrir les activités. Toujours ces points, faut les activités qui sont prévues et tout. Donc moi, je conseille les aidants déclarés, pas déclarés, parce qu'on aide toujours quelqu'un de la famille, surtout la réunion, un grand-père, une grand-mère. Allez-y, ça peut vous aider. Vous pouvez vraiment avoir des renseignements qui peuvent vous aider tout le long de l'année. Parce que comme disaient Jean-Marc et Francette, c'est compliqué quand même, tous les jours, tous les mois, tous les ans, tous les 5 ans. Voilà, c'est vraiment pour vous aider. Le CRC, en tout cas, a fait depuis 7 ans. Ils organisent plein de choses autour de vous et ça serait dommage de ne pas en profiter. Merci tout le monde. Merci. Je suis vraiment contente de vous avoir reçu. J'espère vous revoir bientôt, en tout cas l'année prochaine. Manuel, on essaie de faire un petit truc pour les 8 années du CRC, en tout cas, pas les 8 ans du CRC, c'est 40 ans passés, maintenant on est à 41 ans du CRC, mais en tout cas les 8 ans sur la semaine des aidants. Moi je vous dis surtout, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Rendez-vous demain en forme et de bonne humeur, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous les enfants. Ciao ciao. Préférais fuir que de rester là. Préférais fuir et tout laisser là. Donc regardez derrière moi. J'ai préféré me tenir loin de ces débats. Et si c'est vraiment la seule fort qui fait l'homme, curieux de voir vraiment qui se lève. J'ai préféré faire de moi un homme qui fait ce qu'il veut quand il se lève. Et ça m'a pas changé. Pas changé. Pas changé. Ça m'a pas changé. Pas changé. Pas changé. Ça m'a pas changé. Pas changé. Pas changé. Ça m'a pas changé. Pas changé, pas changé. J'ai fait ma route, j'ai tracé, je l'avoue, sans vraiment savoir qu'il y avait. Si ce n'est des envieux, des jaloux, des bâtards prêts à tout closer, un rendu fou allié. J'ai voulu fuir, ils sont partout, besoin d'une mise à jour. Je fais souvent semblant de l'être, mais je suis pas sourd. Mon amour est dehors, on se tape pour faire la course, donc rajoute-moi de quoi oublier. Dans mon verre, ici je perds la raison, ramenez-moi là où j'ai commencé, là où je serai jamais un étranger. J'ai pas toujours suivi leurs règles, j'ai pas toujours fait comme ils auraient rêvé, mais je crois que ça ne m'a pas changé. Pose un tas de questions, on connaît les réponses, oui. On sait que la route est longue, chaque jour on est sous pression. Je sais que j'ai mes torts, que j'ai mes défauts. Pour que ça bouge, je me suis levé très tôt. Comment repartir à zéro?
Point d'une famille sur les épaules. Des sous, des traîtres et mon ego. Qu'il faudrait que je mette de déco. Si je veux pouvoir faire les choses, même si trop souvent je préférais fuir que de rester là. Je préférais fuir et tout laisser là. Donc regardez derrière moi, j'ai préféré me tenir loin de ces débats. Et si c'est vraiment la seule fois qui fait l'homme, curieux de voir vraiment qui s'élève. J'ai préféré faire de moi un homme qui fait ce qu'il veut quand il se lève. Et ça m'a pas changé, pas changé, pas changé, ça m'a pas changé, pas changé, pas changé, ça m'a pas changé, pas changé, pas changé, ça m'a pas changé, pas changé, pas changé. On peut se tuer à la tâche, l'ami, je vois pas ce que tu ferais à ma place. Ça déchire le papier, ça casse, la mine et ça tue le temps, tu le sais combien j'y passe. Je vends pas du rêve à la masse, l'ami, simplement car j'aimerais pas qu'on rêve à ma place. Ils attendront qu'on t'arrache la vie pour devenir tes fans et décoder tes phases. Avant je faisais tout pour qu'on m'entende, maintenant on m'écoute. Ne voyez-vous pas tous les pièges qu'on me tend, comme si c'était pas suffisant d'avoir des doutes. On a la seule fort avec la famille, mais c'est pas la seule fort qui fait l'homme. L'ami c'est l'homme qui fait la famille, la seule fort est avec elle quoi qu'il arrive. Je sais que j'ai mes torts et mes défauts, pour que ça bouge me suis levé très tôt. Comment repartir à zéro, le poids d'une famille sur les épaules. Des sous, des traîtres et mon ego, qu'il faudrait que je mette de déco. Si je veux pouvoir faire les choses, même si trop souvent je préférais fuir que de rester là. Je préférais fuir et tout laisser là. Donc regardez derrière moi, j'ai préféré me tenir loin de ces débats. Et si c'est vraiment la seule faute qui fait l'homme, curieux de voir vraiment qui s'élève. J'ai préféré faire de moi un homme qui fait ce qu'il veut quand il se lève. Et ça m'a pas changé, pas changé, pas changé, 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 pas changé. Bienvenue dans Au Sport pour ce numéro spécial Pendathlon Région Réunion. On va accueillir Miss Réunion 2017. Très joli, vraiment. Dans la télé, il n'est pas pareil, mais là, en vrai, il a fait donc ma marche derrière tout à l'heure. Ben, toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir réussir l'événement, mais a priori, pour moi, elle est réussie. Avec Créole FM et Télécréole, vendredi 6 et samedi 7 octobre, la Flamme Sega va chauffer le théâtre de Saint-Gilles. Avec sur la scène, les pionniers du Sega Océan Indien. Avec la famille Magnan au grand complet. Désiré François Cassia. Henri-Claude et Marie-Amande Moutou. Marie-Josée et Alain Clancy. Inona Kid. Michou, Christian Ducap. La Flamme Sega, c'est aussi Roland Fatim, Aubin et Cliff Azor. Mais aussi la nouvelle génération. Kenaël, Emmanuel et Émilie Ivara. Casabois, Pharaon, Morgane, Lumière, Sens Unique, Jérémy Waro, Choupinou, Zénès Créole, Gary Victor. Inforesa 02 62 41 93 25 ou 06 92 68 52 00. Avec Télécréole et Créole FM pour mettre la musique locale en l'air. Toujours pas de mec? Mais quand auras-tu ton premier je t'aime? Envoie vite jour au 88 18. Est-ce pour bientôt? Pour le savoir, envoie vite jour au 88 18. Jour au 88 18. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de Cédric Analyse au Cabardoc. Pour cela, envoyez concert au 7654. Concert CONCERT au 7654. Et tentez votre chance pour retrouver Cédric d'Analyse au Cabardoc le samedi 7 octobre. MSOI 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. Marre de ton mec?
Tu as envie de le quitter, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Envoie ZAP au 82 66 et nous t'aiderons à trouver les mots. Il est temps de tourner la page. Envoie ZAP au 82 66. Découvre le chat par géolocalisation. Envoie Géo au 6200 et tu découvriras les profils des mecs et des nanas tout près de chez toi. Envoie par SMS Géo au 6200 et laisse-toi guider. Envoie Géo au 6200. Bonsoir ou rebonsoir. La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le terme de handicap couvre donc de multiples situations. Il peut être moteur, psychique, auditif, visuel, etc. Le handicap est également défini par le Code du travail. On en parle avec Alexis Nugent, président de l'Association des personnes handicapées de Sainte-Marie. C'est dans la Réunion. Comment il est? Alexis Nugent, bonsoir. On est donc président de l'association sportive et culturelle des personnes handicapées de Sainte-Marie. Alors vous, demain, on va parler d'handicap, mais face à la cuisine, il y a un petit dénominateur qui fait plaisir parce que la cuisine, les gens aiment bien. Ah, tout à fait. Merci Télécréole de nous avoir invités. Je dis nous parce que même si je suis là, on a un groupe, donc nous avons invité la SCPH pour présenter un peu ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire justement pour amener ces personnes en situation de handicap à se découvrir, à se responsabiliser et surtout à croire en eux. C'est un aide aussi à la famille qu'on apporte. Le matin, ils viennent à l'association, donc les familles plus ou moins libres. Donc tout à fait, comme vous dites, M. Ramoudou, demain, on a prévu, enfin c'était travaillé pas mal de temps. On va juste situer votre lieu de rendez-vous, c'est donc à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, dans le local de l'association, 51 du double 10. J'allais dire que c'est à côté de qui reste de l'ancienne usine de la Mare. Exactement. De l'autre côté de Madame. C'est pas trop loin, c'est pas trop loin de Madame non plus, effectivement. Donc pour ceux qui veulent venir, combien d'adhérents vous avez dans votre association? Dans l'association, nous on a, on va dire 45 adhérents, mais il y a 26, 27 adhérents qui viennent tous les jours. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont une famille. Et là, donc, l'événement, ça s'appelle la semaine? C'est la semaine créole, la semaine patrimoine, on va dire. Donc, mais nous, l'association, avec son agent de développement, Mme Amangom, a décidé de proposer justement d'associer les parents aux personnes en situation de handicap pour justement confectionner un repas créole qui sera jugé par un jury. On va dire un jury totalement impartial. Voilà. Et qui adore manger. La question, c'est sur une semaine? Ce sera sur une semaine, c'est-à-dire demain, il y aura... Ça commence demain. Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à le 12 octobre. Ah, il y a quand même... Ah oui. C'est plus que du... Ça veut dire qu'il y a deux groupes. Ça veut dire demain, il y aura un groupe qui va se projeter devant un jury. Après, on va laisser passer un peu le temps. Le 12, on refait notre groupe. D'accord? Un groupe de personnes avec un jury. Et bien sûr... on croise les doigts pour les groupes. Alors, d'abord, vous avez préparé des menus que vous avez cachés, donc tirés au sort, pour que les gens sachent ce qu'ils vont préparer. Oui, c'était une surprise, parce qu'on ne peut pas dire on va faire un carré comme ça. Quand on tire au sort, comme ça va donner aux parents et aux personnes de réfléchir comment on va faire un repas comme dans le temps longtemps, avec nos anciens cordons bleus, nos seniors. Comme ça, au moins... plaisir. Alors, donc demain, ceux qui ont été tirés au sort demain, ce qui a été tiré au sort, c'est le... Demain, vous faites quoi? Demain, il y a un rougail à mourir, et puis carré grain blanc, des haricots blancs, comme il dit, et puis avec salade concombre. Je ne sais pas comment ils vont concocter ça, salade concombre, et puis différentes sauces piment.
D'accord. Alors, on va, puisqu'on parlait tout à l'heure, je vous parlais de la loi du 11 février 2005, tout ce qui est personnes handicapées, on va écouter un témoignage, c'est celui de Duguette Marianne. Elle vient d'écrire un livre qui n'est pas encore sur le marché. Duguette Marianne souffre de l'ataxie de Friedrich. La maladie de Friedrich ou ataxie de Friedrich, c'est une affection génétique évolutive due à l'atteinte de certaines cellules du système nerveux. Donc, c'est une maladie neurodégénérative. Cette maladie se traduit avant tout par des troubles de l'équilibre et de la coordination des mouvements volontaires, c'est ça l'ataxie. Donc, je vous propose d'écouter son témoignage et on revient dessus pour justement voir un peu comment ces personnes abordent leur maladie. Mon handicap, il s'appelle l'ataxie de Friedrich, une maladie génétique, neurologique, évolutive et incurable. C'est une maladie rare. À quel moment tu as commencé à ressentir les effets de cette maladie? Oula. Ça fait très très longtemps. Déjà, je suis partie en métropole à l'âge de 14 ans pour me faire opérer d'une scoliose. Et on ne savait pas que c'était... C'est l'un des premiers symptômes de la maladie. Et après, vers 20 ans, un docteur à Saint-Pierre m'a dit « Madame, j'étais à l'université et mon fiancé... » Après des examens, il m'a dit « Voilà, vous êtes atteinte d'ataxie de Friedrich, je vous donne les coordonnées métropole, ils font tout là-bas, etc. » J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Je suis arrivée à l'université, j'avais pris une chambre à l'université, je les ai appelés, ils m'ont envoyé de consultation. Forcément, ça allait arriver. J'ai fait une grosse déprime. Et puis après, j'ai dit, bon, ou je me laisse aller, ou je me bats. Et quand je suis là aujourd'hui, c'est que je me bats. Voilà, en gros. Alors, ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'en licence. Même si c'était dur. J'ai eu ma licence en géographie et je ne pouvais pas faire une biogéographie. Sur les pentes de la Réunion, c'est impossible. Avec un fauteuil, je ne veux pas aller sur les pentes de l'île. Vous avez vu comment c'est. C'était pas possible, j'ai dû m'arrêter. C'était un déchirement, mais bon, c'est comme ça. Vous avez fait le lycée, vous avez fait une licence en géographie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? J'avais mon fiancé avec moi, bien sûr. Puis on a décidé de se marier. Je ne sais plus, il se passe pas mal de péripéties. On a vécu ensemble un bon moment. Et puis vers l'âge de 29 ans, je me suis mariée. J'ai fait un bébé, un super bébé qui a maintenant 21 ans, qui a passé son bac S. Et il est parti en métropole, à Paris. Et il fait des études de musique, de piano. Et il est aussi à la Sorbonne. Donc je fais la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Et il vient en vacances tous les ans voir sa maman et ses copains. C'est un amour d'enfant. C'est ce que je souhaite à toute la mère d'avoir un fils comme ça. Il est adorable, il est motivant, il me booste, quoi. C'est mon énergie, ma force, mon bonheur. Alors, c'est gens, quand on entend quelqu'un qui est atteint d'une maladie neurodégénérative, elle est en fauteuil, elle ne se déplace plus qu'en fauteuil. Est-ce que parmi les personnes qui sont porteuses de handicap dans votre association, est-ce qu'il y a des gens qui s'accrochent autant à des choses aussi fortes? Bon, c'est vrai que là, c'est un enfant. Là, on parle d'une action de cuisine. Ces petits moments-là, ça aide vraiment. Effectivement, ça aide vraiment.
moi je vois Madame Marianne, je la connais, c'est vrai, c'est quelqu'un vraiment qui se bat, franchement, je l'ai connue dans pas mal de sorties avec des associations, c'est vrai, c'est une personne formidable, elle se bat, franchement, comme elle dit, c'est la vérité. Hein. Bien sûr que ça va apporter ces personnes vont se sentir valorisées, ça va apporter des valeurs, ils vont se sentir écoutés. Comme tout à l'heure, j'ai vu l'émission avec les autres là, les aidants. Comme dit monsieur Jean-Marc, dit, quand on les voit qui s'épanouissent, nous on est contents. Nous on est contents de voir ces personnes qui sont contents hein, de faire des choses, ils sont contents d'être commandés. Moi là-bas, je ne sais pas commander avec un grand C, mais si vous êtes venu à l'association, c'est pour vous exprimer, c'est pas sortir chez vous, venir s'asseoir. Moi, je ne cautionne pas ça. L'association ne cautionne pas ça. Je pense que tout le monde ne cautionne pas ça. On va faire selon le moyen, selon leur capacité, mais il faut qu'ils fassent quand même quelque chose. Certains aujourd'hui, quand c'est Brigitte Bondin qui est conseillère municipale de Sagny, à chaque fois qu'elle parle d'une personne porteuse de handicap, elle dit ceux qui sont capables autrement. Pour ne pas parler de handicap, ils sont capables, les personnes handicapées sont capables autrement. J'ai trouvé le terme très, très positif, hein, je veux dire c'est de la pensée positive, voire même de la psychologie positive. Et justement, créer des activités où les personnes porteuses de handicap ou autrement capables, qui se réalisent, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, leur montrer à quel point ils sont capables, elles sont vivantes. Bien sûr, tout à fait, parce que si on les donne pas la possibilité de faire, de les amener, de les accompagner justement, de mettre des variantes pour qu'ils arrivent à la réussite, il ne faut pas les laisser dans les non-réussites, il faut toujours les amener vers réussir. Donc c'est pour ça, les aidants, ou même nous, on accompagne ces personnes pour dire où les capables. Et à travers la cuisine, à travers la confection d'un repas, c'est un moment de partage, un moment de plaisir. Je veux dire, les barrières entre valides et ceux qui ne le sont plus ou qui l'ont été depuis la naissance, ces barrières tombent. On sent qu'il y a une vraie, je dirais, une vraie fusion au sens propre du terme. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les regards ont changé. Avant, c'est vrai, beaucoup de personnes parlent du regard. On a fait une journée concernant changeant le regard avec les enfants de la crèche pour que dès le plus jeune âge, ils commencent à côtoyer ces personnes porteuses de handicap. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que tout est ouvert pour eux. Il suffit seulement que ces personnes veulent. Parce qu'il y a des gens qui sont là, exprès pour eux. Des gens qui, comme tout à l'heure, les gens disent, pour eux, c'est vraiment voir ces personnes faire quelque chose, réussir. Et quand ils réussissent, nous aussi, on est content de notre travail. On voit qu'on a apporté quelque chose, se sent utile de ce qu'on a fait. Ouais. On va faire une petite pause, on va passer à un sujet sur les accidents professionnels et c'est un reportage de Jacques Marin. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a 25 accidents professionnels par jour, soit un accident toutes les heures. La question pour la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, c'est comment élaborer des outils de la prévention des risques professionnels. Florent Montrouge et Noël Fouque, des spécialistes, apportent les premiers éléments de réponse. Ils sont au micro de Jacques Marin. Donc ce matin, on accompagne donc cette démarche-là dans une démarche globale de responsabilisation, mais surtout de mise en autonomie des chefs d'entreprise sur la problématique des risques professionnels. Prendre conscience qu'on peut faire rimer facteur humain avec à la fois performance économique et performance sociale, et pas que sous l'angle réglementaire. Tout évolue, votre métier il évolue. Faire votre métier il y a 10 ans était d'une façon, aujourd'hui en est une autre, et après-demain ça sera différent. Donc certes, la réglementation s'est aussi fortement densifiée sur le sujet, parce qu'on a une meilleure connaissance notamment des risques psychosociaux. Et donc à ce titre-là, il s'agit bien évidemment d'accompagner son entreprise, mais le but c'est d'être efficace. Juste un chiffre, 25 accidents du travail par jour pour la filière du BTP, ça veut dire plus d'un accident par heure. Donc au-delà d'une démarche réglementaire, c'est avant tout rester en vie, et bien évidemment faire prospérer son entreprise. Les risques psychosociaux, je dirais, on pourrait prendre la notion de... Il y a une différence entre être compétent et agir avec compétence. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui soit totalement compétent, mais qui ne soit pas en capacité d'agir avec compétence. Les risques psychosociaux, c'est l'ensemble de ces facteurs qui vont faire qu'à un moment donné, une personne ne puisse pas faire ce pourquoi on lui a demandé de faire. Qui ne puisse pas avoir les moyens de faire. La notion de stress, par exemple. La notion de stress, c'est l'écart entre ce que vous devez faire et les ressources que vous jugez disponibles
pour faire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle de l'évolution du métier et de l'humain à travers tout ça. Et la notion de risque, si on peut parler de risque, il y a toujours à un moment donné une réflexion à avoir sur les moyens de faire pour faire. Il ne s'agit pas d'aider une personne individuellement à faire face à une situation, mais d'avoir une réflexion collective sur comment arriver justement à produire les ressources nécessaires pour qu'ensemble, quel que soit le réel qui se met en face de nous, eh bien, on puisse trouver les solutions, les réflexions pour mettre en place une action cohérente et efficace dans notre travail. Il faut savoir qu'il y a des dispositifs État, notamment sur l'île de la Réunion, qui nous permettent de faire financer nos actions dès lors où elles s'inscrivent dans une démarche globale d'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire avoir une conscience de je ne fais pas pour le cadre purement réglementaire, mais je fais pour que tout le monde s'y retrouve. Ça fait depuis 2003 que j'exerce. J'ai toujours fait attention à tout, mais je pense que là, il manque un petit truc, d'où la chute, l'accident. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On était en train d'évoluer sur un toit. Le toit, il était perché à 10 mètres de hauteur. On était en train de mettre la ligne de vie. On était 3 personnes à évoluer sur le toit. Et je suis parti à l'encontre d'un de mes ouvriers pour l'aider à mettre le harnais. Et j'avais oublié qu'il y avait un trou, un puits de lumière. J'ai posé le pied dessus et je me suis retrouvé 10 mètres en dessous. Conséquence physique, j'ai les 2 pieds qui sont remontés dans mon tronc, le bassin cassé entièrement, percé la rate, tombé sur le coude, cassé le coude, tombé sur la tête, traumatisme crânien, d'où 3 mois dans le coma. Évidemment, sur le coup, je suppose que vous n'avez pas pris conscience de ce qui vous est arrivé. Quand vous êtes réveillé, quelle était votre première réaction? Je me demandais qu'est-ce que je faisais là. J'ai pas pris un abonnement pour aller à l'hôpital. Après, il fallait reconstruire avec tout ce qui était là. Ça fait bizarre de se retrouver cloué au lit, les 4 membres ficelés, quoi, et de pouvoir rien faire. Ça s'est passé il y a combien d'années? En 14 décembre 2015. Donc c'est très récent. C'est récent. Vous êtes été hospitalisé longtemps? Ah oui, 1 an et demi. D'accord. Je sors de l'hôpital, là j'ai fini ma rééducation, ma convalescence en décembre 2016. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est empêché de faire? Qu'est-ce qui vous est interdit justement par votre situation physique? Ce qui est interdit, c'est de mal faire les choses. Donc je me consacre tous mes efforts, tous les moyens pour bien faire les choses. Parce qu'a priori, j'ai mal fait les choses. Peut-être pas assez bien. Psychologiquement parlant, c'est dur de reprendre la barre, mais il faut tenir la barre parce qu'il y a plein de personnes qui comptent sur vous, votre famille à vous, vos ouvriers à vous et tous vos clients, tout le monde qu'on connaît, quoi. Et c'est pas parce qu'il nous est arrivé un mauvais passage qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut lever les bras. Et ce qui ne tue pas nous rend plus forts. L'entreprise est mise en sommeil automatiquement. Mais j'avais eu un avantage, c'est que j'ai toujours payé le RSI. Donc le RSI m'a appris la suite de tout ce qui est santé, tout ça, quoi. Il a tout pris, quoi. Et par rapport à vos employés? Mes employés, ils ont arrêté tout simplement. Donc ils ont été mis en chômage technique? Oui, un chômage technique, en sommeil, quoi. Mais ils ne voulaient pas continuer sans moi. Donc ils avaient besoin de moi. D'accord, donc pendant 2 ans, plus d'activité. Et vous me disiez à l'instant que vous avez repris tout doucement les rênes de votre entreprise. Est-ce que ça a changé? Évidemment, je suppose que oui, par rapport à vos interventions sur le terrain. Ah oui, vous êtes moins présent physiquement. Malheureusement, je suis moins présent physiquement, mais je suis obligé d'être là quand même. Parce que les gens, pour suivre et pour montrer la bonne marche des choses. D'accord. Si vous avez témoigné ce matin apparemment à l'occasion de cet atelier, si vous avez un message à lancer à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, quel que soit le milieu professionnel, que ce soit dans le BTP ou autre. Le message que j'aimerais passer, c'est vraiment prendre du recul, savoir respirer, prendre le souffle. Parce que on court, mais on ne s'arrête pas. Respirer un coup. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert Kaloubadia le 30 septembre. Envoyez dès maintenant Kaloubadia, K-A-L-O-U-B-A-D-Y-A au 7654. Kaloubadia au 7654. Et tentez de gagner votre place pour le concert de Kaloubadia le 30 septembre au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles avec de nombreux invités. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com.
Combien de temps ton couple va-t-il durer? 1 an? 6 mois? 1 semaine? Ou peut-être toute la vie? Pour le savoir, envoie par SMS Amour au 80 80. Amour au 80 80. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de la Flamme Sega, soit le vendredi 6 ou le samedi 7 octobre. Envoyez le mot spectacle au 7654, spectacle au 7654 et tentez de gagner votre place pour le concert du vendredi 6 ou samedi 7 octobre au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles, la Flamme Sega. Bonne chance. MSOI 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. Autant donc au direct, et je rappelle qu'on reçoit Alexis Nugent, donc président de l'association sportive et culturelle des personnes handicapées de Sainte-Marie. On parlait donc de ce concours qui commence demain, où chaque groupe, un groupe va confectionner donc pendant la matinée, je suppose, oui, un repas, donc rougail morue, riz, grain blanc et salade concombre. Oui, et c'est ça qu'ils ont retiré au sort dans le panier. Donc c'est à eux de trouver comment confectionner ça pour donner attention aux jurys, parce qu'ils seront notés. Donc après le 12, quand les 2 groupes auront passé, on fait une soirée remise récompense le 28 octobre. Donc là on remet les récompenses au groupe. Alors, quand on parle de l'occupationnel pour les personnes autrement capables ou porteuses de handicap, là, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour que les personnes qui ont besoin d'activités pour vibrer, pour vivre tout simplement, à quoi il faut penser d'abord? Ce qu'il faut penser, il faut beaucoup d'accompagnement. À l'heure d'aujourd'hui, l'association, nous, on est à 3 pour accompagner. Le nombre de personnes augmente. Donc si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on trouve des partenaires pour justement nous permettre de pouvoir prendre des personnes qui font du sport, qui font de la culture, de la plastique, justement, pour occuper leur temps. Et quand on dit occupationnel, eux, ils nous occupent aussi. Ça veut dire c'est dans les 2 sens, ils nous occupent, on les occupe, pour les emmener, justement, à exposer leur savoir-faire, à confronter d'autres groupes, comme dernièrement, l'association est partie en métropole en danse avec un chorégraphe de l'association Soadaise, qui nous a emmenés... à Bourges, on a amené des médailles d'or, médailles d'argent. Donc, j'étais très fier de pouvoir se projeter ailleurs. C'est pas rester seulement ici. Je veux dire ici, pas sur Sainte-Marie seulement, aller dans d'autres quartiers de Saint-Pierre, de Saint-Louis, rencontrer d'autres gens, d'autres associations pour s'exprimer autour du sport, de la culture, rencontrer d'autres gens. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce que demandent aujourd'hui le plus souvent les personnes autrement capables ou porteuses de handicap? Qu'est-ce qu'ils vous demandent comme activité? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de tout faire. C'est des personnes qui ont envie de tout faire. Mais nous, on a mis un accent cette année sur connaître leur île. C'est-à-dire, on les emmène dans des endroits, dormir 3 jours, faire cuire manger ensemble 3 jours, vivre indépendamment, se rencontrer, pratiquer du sport, rencontrer d'autres gens. Ça, c'est notre programme. Mais sinon, ils veulent tout faire. Ils aiment tout faire, même si on dit qu'ils ne savent pas faire, mais eux ont envie de faire. Donc, si on a envie de faire, forcément, on va être capable de faire. Et justement, à travers tout ce que vous mettez en place, c'est les balades, c'est les sorties, c'est les rencontres. Et au-delà de ça, en termes d'activité, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a l'objectif d'aller vers de l'emploi? Est-ce qu'il y a l'objectif de faire en sorte que demain, ils sont le plus autonomes possible et puissent à leur tour apporter de l'accompagnement à d'autres personnes autrement capables ou porteuses de handicap qui auraient besoin d'eux à ce moment-là? Bien sûr, c'est une volonté. Hein. Aujourd'hui, ils ont leurs prestations. Après-demain, il faut dire, j'ai plus envie d'être dans cette prestation, je vais chercher du travail. Allez, on va à Cap Emploi ou on va ailleurs, on va se positionner, travailler handicapé. C'est une volonté aussi après, hein, d'accord? Donc nous, on est là, on les propose. Il y a des personnes même qui veulent passer leur permis. Moi, l'association a trouvé une école adaptée, tout ça, pour essayer de les emmener justement à être comme tout le monde. Bien sûr, ça va dépendre de leur docteur,
qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que c'est capable ou pas capable? C'est le niveau de leur handicap. Tout à fait. Bien sûr, et en plus aujourd'hui, comme la boîte de vitesse est automatique, ça, surtout pour les paraplégiques, aujourd'hui, le problème est plus ou moins résolu. Et pour résolu. D'ailleurs, la vitesse même la vitesse est au niveau des mains aujourd'hui pour certaines voitures. Exactement. Et cette volonté de, à la rigueur, de vivre pleinement, peut-être pas de ressembler à ceux qui sont valides, mais surtout d'être vraiment, de vivre pleinement leur vie. Et ça, aujourd'hui, est-ce que une personne autrement capable ou porteuse d'handicap peut aspirer à vivre vraiment pleinement sa vie? Ben, avec nous, il y a des personnes qui sont venues nous voir pour nous dire « j'ai envie d'avoir ma propre maison ». Donc, après, bien sûr, il y a un travail à faire, c'est-à-dire que les parents nous ont fait un projet pour accompagner cette personne. On l'a emmené à l'association, il a fait un repas, il a servi le repas. Ses parents sont venus, avec les tuteurs, sont venus pour voir vraiment, ben, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne est à sa maison. Donc il y a des personnes qui demandent, les collectivités ou les gens autour vont leur donner la possibilité, bien sûr avec un suivi, mais après, bien sûr, il faut toujours un suivi avec eux, mais il y a beaucoup de personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont leur propre maison. Il y a des gens qui interviennent avec eux, ils vont faire leurs courses. Oui, ils sont comme tout le monde. Cette autonomie, cette intimité amène la question qui, aujourd'hui, n'a pas trouvé de réponse au niveau des lois, c'est une vie intime. C'est d'avoir une intimité, c'est avoir une sexualité. Et la sexualité des personnes porteuses d'handicap ou autrement capables reste une question en suspens parce qu'il y a des choses qui se font en Suisse ou au Canada, par exemple, mais qui ne se font pas en France. Oui. Quand je dis il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle les assistants sexuels qui existent dans les pays comme la Suisse ou comme le Canada, mais que la France aujourd'hui ne tolère pas parce qu'on assimile ça toujours à la prostitution. Oui, vraiment, c'est vrai, parce que moi j'étais dans certains endroits, j'ai pas beaucoup voyagé, mais dans certains endroits, j'ai vu que les personnes en situation de handicap pouvaient vivre pleinement leur amitié, leur amour, leur fréquentation. Mais c'est vrai, ici on a difficulté, il y a un réticement, on va dire, réticence des parents aussi, il y a ce côté-là, et puis aussi, il y a quoi, il manque d'informations. Ils ne sont pas beaucoup informés, c'est toujours fermé. Mais maintenant, je sais qu'il y a aussi des chambres communes. Ça veut dire le soir, ils peuvent s'échanger, aller voir. Mais après certaines heures, il faut rentrer dans leur... Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on le voit souvent. Les parents craignent lorsque l'enfant, et là je parle de ceux qui ont, à partir de 17-18 ans, commencent vraiment à avoir des envies de découvrir, de connaître tout ce qui est intimité, sexualité. C'est difficile pour les parents aussi d'accepter cette démarche-là. Tout à fait, je vais pas dire que je suis pour ou contre les parents, c'est leur enfant. Nous, comme j'ai toujours dit, nous on accueille ces personnes le matin, mais eux vivent quotidiennement avec ces personnes. Oui. Donc, souvent, des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir, nous disent, vous savez, la case, telle somme, écoutez, moi, la case, c'est la case et la case, qui est ici, ici. Je ne vais pas rentrer dans ce moment, la gronde moins, c'est pour ça, non. Ça, c'est sa maman, c'est la gronde ou son frère. Nous, on fait notre travail d'accompagnement, mais pas de jugement. Et ce qui veut dire que les parents ne parlent pas non plus de sexe, ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants autrement capables ou porteurs de handicap. On sait que quand ils arrivent en association, c'est d'abord entre eux, après avec parfois les personnes qui sont autour d'eux, qui sont là pour les accompagner. Difficilement, et d'ailleurs c'est vous souvent qui essayez de les amener sur ce sujet. Exactement, parce que je veux qu'il n'y a pas de tabou, qu'on est grand, qu'on parle de tout, mais on fait attention à tout. D'accord ? Il y a un parent qui est venu nous voir pour nous dire, Monsieur Nugent, l'association, Monsieur Nugent n'est pas le seul de l'association, l'association, voilà, ma fille va partir avec vous à Maurice, je vais vous dire quelque chose, mais ça ne vous gêne pas. Et après, il me dit, est-ce que je peux donner ça à ma fille, etc. Contraception, ma fille, avant de partir, je dis, cette dame, elle est consciente qu'elle ne pourra pas tout le temps surveiller sa fille. Oui, ça, tout à fait. Donc, elle protège d'une autre façon. Voilà. Mais de toute façon aussi, il faut aussi prendre en compte les désirs des personnes porteuses de handicap ou autrement capables, qui ont aussi des envies, je veux dire, qui sont comme n'importe quel individu, qui ont des désirs. Tout à fait.
Et c'est ça qui est pas facile à discuter. Pas avec la personne, c'est avec les parents qui c'est difficile à parler. C'est difficile. Ouais. Et vous essayez quand même, ou parce que je pense que vous ressentez parfois le désir chez certains adhérents, je suppose. Mais bien sûr, parce que des fois je leur dis, à un moment donné, ce ne sera plus la SCPH, ce sera Agence Patrimoniale. On rigole un peu, là-bas c'est beaucoup. Vous avez vu, dernièrement vous êtes venus, c'est vraiment, on est là, on est entre nous, on est en... C'est vraiment libre, en tout cas, vous pouvez vous exprimer. Voilà. D'accord. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Alexis Nugent, juste rappeler que c'est demain que commence le concours culinaire de l'association sportive et culturelle des personnes âgées de Sainte-Marie. Oui. Et que demain, ce sera donc rogaille morue, haricots blancs et salade concombre. Voilà. Et si vous me permettez, je voudrais remercier tous les parents qui ont bien voulu s'associer à nous, le jury, tous les adhérents, et bien sûr, notre CCS qui nous suit, hein, notre CCS, le CCS de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie, parce qu'il faut dire qu'à l'association, on prend les gens de Saint-Denis, de Sainte-Marie, de Sainte-Suzanne. C'est pas fermé spécialement Sainte-Marie. C'est pour ça que c'est écrit ASCPH. J'ai pas voulu mettre Sainte-Marie derrière, ASCPH tout court. Ouais. Merci Alexis Nugent. J'espère qu'on aura le vainqueur ou la gagnante de ce concours. En tout cas, on essaiera d'atteindre le 28 pour ne serait-ce qu'avoir quelques images. Merci à vous. Merci à la SCPH. Donc, on se donne rendez-vous, nous, demain. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Merci à la régie. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.